Alors, commençons tout de suite, sans plus tarder. Je propose de revenir à tes débuts, Eric, notamment à travers de cette revue MoCA, qui est une revue assez fondatrice pour beaucoup de collectifs issus des années 90. Donc, pour faire le lien avec l'intervention d'Erwin, tu m'avais dit que vous avez fait la revue en ayant une grande conscience euh, justement de faire un bel objet pour se poser un peu en rupture, en contraste avec ces productions punk, do it yourself qui étaient en expansion à cette époque-là. Et comment à l'époque vous aviez donc pensé cet objet avec Alain Corbel et Denis Larue qui étaient des collègues, je crois, de Saint-Luc. Ben ouais, avec les deux interventions avant, là, j'étais assez à l'aise en fait, parce que ça croisait assez fort mon parcours, je pense. Et donc, effectivement, quand on a fait Peluramer, on sortait des études. Donc, on sortait de bande dessinée, 3 ans. Oui, Mocha, pardon. Oui, Peluramer, c'est la rue qui suit après. Donc, quand on a fait Mocha, on venait de terminer nos études et on ne savait pas trop comment on allait s'en sortir, en fait, quoi. Parce que quand on sort d'études artistiques, enfin, il y a pas mal d'étudiants ici, hein, mais, c'est vraiment assez le bordel, en gros, quoi. D'abord, c'est un bordel artistique parce qu'en général, on n'a pas eu assez de temps pour se forger un vrai univers, pour se forger un vrai quoi dire et comment le dire. Donc, on n'est pas prêt en fait à être édité. Et deuxièmement, il y avait aussi que c'était la fin des années 80. Et fin des années 80, il y a un recul du monde éditorial qui avait été notre berceau en fait. Par exemple, une revue comme A Suivre, quoi, avait été un peu pour notre génération un berceau. Donc ça nous semblait logique qu'en sortant, la BD d'auteur, c'était la BD que tout le monde achetait. Que quand on était auteur, qu'on faisait un livre, qu'il était dans une librairie, ben, on gagnait sa vie. On avait une maison, on avait tout ça, quoi. Ben, en fait, on se rend compte que les maisons d'édition ben, elles reculent parce qu'économiquement, ils n'ont pas gagné assez d'argent avec tous ces grands auteurs, quoi, les Pratt, Tardy et compagnie. Et donc, il y a une refermeture sur toute la bande dessinée dite créative, d'auteur. Bon, c'est des grands mots, mais c'est quand même ce qui nous avait forgé. Quelqu'un comme Matotti était très important, par exemple. Donc, nous, enfin, moi, en tout cas, ça me semblait logique que quand on faisait de la bande dessinée comme Matotti, bah, on a été tout de suite édité et on avait tous les honneurs. Bah, en fait, c'était pas du tout le cas. Donc, ces deux facteurs ensemble, les problèmes personnels par rapport à la création et le problème plus général de l'économie de la bande dessinée, faisait que Alain Corbel, qui était quand même un personnage très fort, enfin qui est toujours, hein, il n'est pas mort, hein, qui est toujours un personnage très fort, très visionnaire, c'est un meneur, quoi. Donc lui déjà il avait déjà pollué un peu notre atelier avec une revue qui s'appelait Madriz, qui était une revue d'auteurs espagnols, qui était publiée à Madrid au moment où nous on était étudiants. Donc il faut se remettre à l'époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc quand une revue se trouve à Madrid, elle ne se trouve pas forcément à Bruxelles et on n'a pas forcément accès à cette culture. Donc Alain, pour la petite histoire, parce que je pense que tout se mélange toujours entre anecdotes intimes et générales, avait une petite amie à Madrid, donc il allait à Madrid et c'est comme ça qu'il a découvert Madrid, et qui nous a mis ça dans les pattes et que ça nous a complètement secoué, quoi. Parce que là, il y avait une approche de la bande dessinée qui était tout à fait autre que celle qu'on connaissait nous ici, la BD franco-belge, quoi. Donc, quand on fait Mocha, il y a cet héritage, donc celui de Madriz et de Medios Revoltos, qui était la revue qui suivait, qui était déjà une revue où se mêlait bande dessinée, mais aussi beaucoup de relations à l'art. Et il y avait aussi, en Espagne, il y avait deux revues. Il y avait El Vibora qui était très rock'n'roll. Je vais revenir sur le punk et tout ça. El Vibora était très rock'n'roll et Madrid c'était beaucoup plus arty, je dirais, quoi. Les références étaient du côté de la peinture, du cinéma, mais du cinéma d'auteur, de la grande peinture. Et il mixait ça avec le langage BD, quoi. Euh, le médium BD, BD pas langage. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et donc, il se fait aussi qu'il y a l'association en France qui naît à ce moment-là. Donc l'association naît, on a vu, vers 88, 89, quelque chose comme ça. 90 carrément? Ah oui, ça fait si longtemps.
Donc ouais, il y avait la... Non, mais il y a eu le labo juste avant, en fait, qui a entériné déjà un petit Ouais, il y avait le laxatif, qui était publié chez Futuro, non non, c'était... Ok. Ouais, bah, à ce moment-là, l'assaut n'existe pas encore, je crois. C'est des gars qui font une revue. Oui, il y a le labo qui est publié chez Futuro. Ouais, c'est... Ouais. Et donc, sous le modèle de l'assaut, le modèle de Medios Revoltos Madrid, etc., on décide de faire d'abord un groupe. Parce que voilà, on a édité, ça coûte de l'argent, quoi. Et donc, pour en revenir au punk, c'est que pour nous, le punk était dépassé. Le fait de faire des fanzines, c'était quelque chose qui nous semblait marqué et vieillot, en fait. Donc, notre manière de faire quelque chose qui était nouveau, il nous semblait, c'était de faire un objet qui était beaucoup plus chic et qui était beaucoup plus conventionnel dans sa manière d'être produite, c'est-à-dire il nous fallait de l'offset. On voulait que ça soit bien imprimé, en fait. On voulait pas. Les photocopieuses à l'époque ne fonctionnaient vraiment pas bien non plus. Hein. Les noirs étaient vraiment très gris. C'est pas du tout la qualité de maintenant, quoi. Et donc nous, on voulait quelque chose où il y avait cette importance de l'image était là, l'importance donnée à la forme, au visuel, autant qu'au récit était là. On était très très inquiet de tout ce qui était de l'ordre du scénario, en gros, mais on était aussi très fort porté sur la forme, quoi. Et donc il fallait que ça se retrouve aussi dans l'objet si on en faisait un, quoi. Mais tout ça se faisait de manière naturelle, il n'y avait pas beaucoup d'intellect derrière tout ça, je crois. C'était très, très, très sensible quand même, en fait. Et donc on a commencé par des expos, parce que voilà, question d'argent, parce qu'on avait aussi des travaux. On venait d'une école d'art, en fait, hein, donc on vient de bande dessinée Saint-Luc. On a quand même cette formation d'école d'art qui fait que on avait une approche déjà intellectualisée, si on veut, de la bande dessinée. On avait notamment un professeur de sémiologie, Michel Seder, qui nous a vraiment secoué, parce qu'il lisait déjà la bande dessinée d'une manière autre. C'est-à-dire que on montrait nos travaux à nos autres professeurs d'atelier, puis lui avait demandé à voir les travaux, et déjà il les lisait, mais tout à fait autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de scénario et spécialement de dessin, moi je travaillais à la trame à l'époque, parce que j'étais très influencé par Bazooka, dont on parlait avant, là, dont Héroïne parlait. Et il avait commencé à commenter tout mon travail par rapport à la taille du point de trame. Et ça nous a ouvert. Il nous a fait aussi... en fait, son cours de sémiologie était censé nous apprendre le langage de la peinture, quoi, enfin, et il le faisait par l'intermédiaire de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il nous demandait d'analyser des cases de bande dessinée comme on analyserait un tableau. Donc, par exemple, moi, j'étais aussi très fan de Lou Style. Donc, j'avais pris une case de Lou Style et je calculais le nombre d'or sur une case de Lou Style, par exemple. Et comment la structure de composition de Lou Style se retrouvait par rapport à ce nombre d'or, etc., dans toutes ces cases. Donc voilà, tout ça, ça nous a formé. Ça a formé un groupe aussi qui s'appelle la 5e couche, qui se sont appelés comme ça parce que c'était un des passages du cours de Michel Seder. Donc voilà, je crois qu'on avait cette approche de la forme qui était donnée par l'école. Je dis ça parce que l'association était beaucoup plus liée au scénario. Et pour eux, la forme n'avait pas beaucoup d'importance. Et donc, pour l'anecdote, on avait fait une première expo en Italie où il y avait l'assaut et nous. Et ça a été ça a été jusqu'à presque se battre ensemble, mais c'était pour rire. Hein. Mais notamment avec Jean-Christophe Menu, je me souviens, on avait bu un peu beaucoup à la fin de la soirée. Donc moi j'avais défendu l'idée du beau. Et donc c'était un mot effectivement tout à fait nul, le mot beau, mais moi par provocation j'avais commencé à défendre cette notion de beauté. Et donc Jean-Christophe lui était à l'inverse, voilà, le beau c'est quoi le beau, prout prout le beau, etc. quoi. Et donc tous les deux provocateurs, on s'était un peu rentrés dedans. Et c'était lié à l'expo, parce que eux, comme ils mettaient en avant le scénario, toutes leurs planches étaient plutôt des A4, dessinées au trait, avec un dessin qui était fait rapidement, les premiers Trondheim, etc. quoi. Et nous, on avait déjà des grands formats, avec des pages qui étaient plus à lire picturalement que... Et donc, on cassait la baraque, si on veut, dans les expos. Et en même temps, par rapport aux livres, on était nulle part, on n'en avait pas, en fait, encore à ce moment-là, quoi. Et donc, pour en revenir à Moka, donc Moka devait se dégager du punk, alors qu'on venait de là. Ceci dit, à l'époque, il faut se remettre aussi à un truc, c'est que pour la petite anecdote, moi, je ne pouvais pas être punk. Tout simplement parce que j'étais né en 66, qu'en 77, j'avais 11 ans,
Et qu'à 16 ans, au moment où j'aurais pu être punk et que j'aurais voulu être punk, je pouvais pas l'être parce que c'était trop tard. Donc j'étais after punk, j'étais new wave, mais les catégories étaient très fortes à l'époque, quoi. Donc on écoutait une musique, on regardait telle chose, on s'habillait de la même manière, quoi. Pourtant, Menu, justement, avec qui tu t'es pris le bec, c'est toujours réclamé comme étant punk. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il le reste, et il le restera toujours, je crois. Et donc Moka aussi avait aussi l'ambition de mélanger la bande dessinée avec la photo, la littérature, la poésie, etc. Des images de Moka, ici. Donc là, juste avant, il y avait une planche d'Alain à gauche, l'autre Alain Dirix. On voit tout de suite qu'il y avait cette approche picturale chez Alain Dirix, surtout là, ça se voit fort. Nathalie Dourov à côté qui venait de la section illustration. Donc ça c'était aussi un des premiers mix qui s'était passé, c'est qu'on ne s'était pas contenté de publier les gens qu'on aimait dans notre section BD, on avait créé les liens avec la section illustration, quoi. Et à l'époque c'était aussi très différent que maintenant, c'est-à-dire que la bande dessinée était marquée mâle, chaussettes puantes, et la section illustration était marquée femelle et parfum, quoi. C'était vraiment très fort. Et ça commençait à s'échanger, évidemment. Donc ça s'échangeait de manière très naturelle, si je puis dire, et puis ça s'échangeait aussi de manière artistique, quoi. Et il y avait aussi de la photo, parce que nos amis étaient aussi photographes, on n'était pas... c'était aussi lié à une question d'amitié, en fait. Et donc nos amis ne faisaient pas forcément que de la BD. Serge et Fabrice Picard, qui sont... Là, c'est Serge, c'est deux jumeaux qui font de la photo, c'est assez marrant. Et Serge est le beau-frère d'Alain, en fait. C'est comme ça aussi que les liens se font. Donc là, juste Affiche de Moka, réalisée par Alain. Donc là, on voit aussi qu'il y avait une envie, on voyait la couverture de Moka, c'était important que ça ne fasse pas bande dessinée, en fait. Parce que nos influences, elles venaient aussi du graphisme. Le graphisme, les typographes, tout ça, ça... Bon, la BD a cette chance de mixer un peu de tout. Et notamment, cette grande chance, c'est de mixer le texte et l'image, et donc la typo et le dessin. Et le dessin des... Enfin, moi, j'aime autant dessiner une typo que de dessiner une image. Et donc, nos influences, on les trouvait aussi chez les typographes. Là, on avait une assez grande influence d'un gars qui s'appelle Mariscal, qui est un graphiste illustrateur espagnol assez connu. Qui est aussi dans les Vibora aussi. Qui publiait dans les Vibora aussi. Parle bien dans le micro. D'accord. Et donc, vous avez commencé par des expositions. Il me semble que Frigo aussi, qui a donné après le Frigo Box, puis le Frémoc, avait commencé par des expositions. Est-ce que faire des bandes dessinées plastiques, en tout cas qui tiennent plus le mur, doivent commencer par des expositions et après on les met en livre dans le meilleur moyen possible de le publier? Est-ce que ça passe d'abord par cette exposition? Ben, je crois que c'est tout simplement parce que financièrement, un livre, il fallait le publier, quoi. Et par rapport à Frigo, qui est Frémoc maintenant, enfin... Donc Frigo au départ, donc Thierry surtout, Denis Depré, Vincent Fortan qui venait d'illustration, donc les autres étaient de BD. Il y avait qui encore Thierry Olivier Pop, Jean-Christophe Long. Donc vous étiez déjà rodé à l'édition parce que vous faisiez de la gravure. Vous aviez déjà cette notion de l'impression, quoi. Et nous, moi j'étais 3 ans avant à l'école, on n'avait pas ce cours. On n'a pas eu accès à ce cours, on n'avait eu aucun cours lié à la reproduction, donc on n'avait pas cette notion. Et donc pour nous, il ne nous venait pas à l'esprit de faire de la gravure, quelque chose comme ça. Donc pour nous, il fallait imprimer en offset, donc pas en photocopie, en offset, ça coûtait de l'argent. Donc voilà, on a commencé par les expos. Je crois que vous aviez directement des publications, hein, Thierry. On a fait des portfolios. Ouais, directement. Oui. Les expos étaient accompagnés tout de suite de reproduction, quoi. Et pour revenir faire un lien avec l'exposition, donc il y a le livre d'artiste aussi. Donc il y a le Fils du Roi qui a d'abord été exposé puis qui après a été publié en livre. Est-ce que le livre tu le conçois comme une manière comme un nouvel espace d'exposition ou alors comme un moyen de mettre la lecture des images et les échos qu'il peut y avoir
entre les images au centre de l'appréhension de ce projet-là. Enfin, un grand pont dans le temps. Hop, ouais, au fils du roi, parce que je parle trop en fait. Mais le fils du roi, il arrive aussi. Le Moka, c'était 1990, 1990. Et le fils du roi, c'est 2012, quoi. Donc ça fait 22 ans tous les deux, quoi. Tu vois, ça fait un sacré pont. Et donc ça fait un pont pendant lequel j'ai testé pas mal de manières de faire de la bande dessinée et de manières de la produire aussi, en passant des éditeurs dits indépendants aux éditeurs dits gros éditeurs, en passant de travail solitaire à travail beaucoup avec Philippe de Pierrepont pour 4 livres ensemble quand même, quoi. Donc il y a beaucoup avant le fils du roi, déjà de tâtonnements, de recherche identitaire de soi, de recherche et de recherche aussi de l'éditeur top. Bon, j'en ai un qui est top, vraiment que c'est quand même top. Mais bon, j'avais essayé autre chose aussi, parce que parfois, voilà, on a envie de voir autre chose, mais ça reste quand même Frémoc top, quoi. Et donc, j'avais une sorte de ras-le-bol, en fait, de la BD, quoi. Parce que dans toutes ces tentatives, j'avais une frustration de la reconnaissance, quoi. Il y a un boulot... bon, il y a un énorme plaisir à faire le boulot, hein, c'est la majorité du temps que tu passes. Quand tu es auteur, tu passes plus de temps à faire le boulot qu'à discuter avec les gens qui le lisent. Mais bon, il y a quand même aussi cette partie du partage qui fait qu'on fait de la bande dessinée, je pense. Je crois que si on fait de la bande dessinée, c'est qu'on a envie de dessiner, raconter, mais qu'on a envie de publier aussi. Je crois que le premier contact qu'on a avec une bande dessinée, c'est un livre publié, quoi. Et donc même si on a 6 ans et qu'on a un Tintin dans les mains, on n'y pense pas. Parce que je parle d'un Tintin parce que pour moi, c'est le livre qui s'appelle L'île Noire, qui a été un peu je pense, la première image qui m'a donné envie de faire de la BD, la couverture de L'île Noire. Mais donc la couverture et l'objet aussi, quoi. Et je me souviens qu'à la maison, il y avait, mon père était prof de français, et donc il y avait pas mal de livres, et je lisais pas beaucoup. J'ai commencé à lire très tard, en fait. J'avais vraiment un problème avec la lecture. Mais par contre, j'étais fasciné par les bouquins. Notamment, il y avait pas mal de Bob Moran. J'étais fasciné par l'objet de Henri Verne, quoi, les bouquins littéraires. Les BD aussi, après, parce qu'il y avait des BD de Bob Moran aussi, j'aimais bien aussi. Et donc je crois qu'il y a ce lien à l'objet. Et donc, à un moment, le fils du roi s'impose comme un rejet, en fait, un peu un dégoût du monde de la bande dessinée, autant au niveau éditorial. De nouveau, je parle surtout des gros éditeurs, quoi. On fait un livre et puis après, bon, comme ça se vend quand même pas beaucoup, que ça se vend de moins en moins, et qu'en plus l'éditeur n'est pas là pour vous accompagner après, pour vous faire vivre un peu, donc vous inviter au festival, etc. Il ne fait même pas vivre le livre, en fait, parce qu'ils en ont tellement toi, tu as passé 3 ans de travail, et puis l'éditeur, il l'a publié, ça lui a pris quand même un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grand-chose. Et si après, il ne l'accompagne pas, qu'il ne le montre pas, qu'il n'en parle pas dans la presse, c'est nul, quoi. Et à l'inverse, avec Frémoc, j'avais tout le contraire. En fait, c'est une édition qui publie peut-être moins, mais qui met les livres en avant, quoi, et qui les soutient jusqu'au bout. Donc j'avais envie j'avais un rejet contre l'objet BD, quoi. J'avais envie de revenir chez Frémoc, très fortement. Et j'avais, par ce truc d'aller contre, parce que je pense qu'il faut aller contre par moment, on va pas toujours faut pas toujours aller, enfin pour faire de la création, il faut aller pour, mais il faut aller contre autant. Il y avait toute une démarche d'aller contre. Donc une manière d'aller contre, c'est de dire, le scénario me pose des soucis. C'est la principale critique souvent qui arrivait. C'est les belles images, mais il n'y a pas d'histoire, ou l'histoire n'est pas terrible. Je me dis, j'élimine l'histoire, pas de scénario. Le deuxième truc, c'est que je terminais un livre avec Philippe, où j'avais tout le travail avec Philippe, j'avais remis en question l'idée de l'original. Pour moi, la bande dessinée était le livre qui était l'original, et il n'y avait plus besoin l'original dessin n'était pas important. Tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est un peu con, je trouve que l'original est important. Moi, je passe des heures sur une table à dessiner, c'est pas pour rien. Et donc, je voulais que l'original ait une pertinence, l'objet. Et donc, avec Philippe, le dessin était, tous les histoires que j'ai fait avec Philippe, c'était le minimalisme, la sobriété, l'évacuation, le hors-champ, tout était
tout allait dans ce sens-là, en fait, pour mettre en place les récits. Donc une espèce de réduction un maximum du dessin, une réduction du rôle du dessinateur, une espèce de disparition. Notre dernier livre s'appelle Apparition-Disparition. Et donc moi, tout mon travail d'auteur sur toutes ces années-là était dans une sorte de disparition, jusqu'à ce que la dernière histoire qu'on avait fait ensemble avant Le Fils du Roi, donc était un voyage. Un voyage, à dernière page, il n'y a plus qu'une case bleue et vide d'images, et en dessous, il n'y a plus de gaz, quoi. Donc c'était la disparition complète. Ouais, voilà. Voilà, bah c'était effectivement quelque chose qui renvoyait au scénario, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui va mourir, donc qui va disparaître. Donc la disparition, cette notion-là croise forcément les thématiques du récit, mais c'est aussi ma position d'auteur qui était mise en jeu, quoi. Et donc en même temps que je terminais ce livre où il y avait la disparition, j'ai pris un bic bleu, un bic noir, et j'ai griffonné un carré de 20 sur 20, qui était là, un carré. Et là, j'ai vraiment assuré tout le bazar pour que ça soit dense et que le temps de travail se voit, alors que dans ce travail-là, dans le reste, il fallait surtout que ça ne se voit pas le temps. En fait, j'allais contre plein de valeurs que je m'étais imposées, ou valeurs, parce qu'il y a toujours ce jeu, même à la fin des études, il y a ce jeu d'aller contre ce que tes profs t'ont appris. Alors, dans mon cas, quoi. Je m'en suis mis sur le dos d'ailleurs, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Enfin bon, voilà, d'aller contre le bon goût, tout ça, quoi. Ça, c'est l'héritage punk, je pense, très important. Et mais un punk positif, quoi. Bah ouais, parce que c'est quand même très autodestructeur le punk, mais si on peut le renverser, cette autodestruction et en faire quelque chose de positif, c'est vachement fort, je pense. Et là, il y a eu un truc, je parlais des images, si vous vous retournez. Il y a une tête de poupée au milieu, là, presque, avec un marteau et une enclume. Je ne sais pas si vous voyez. C'est juste là au centre. Enfin, c'est un peu sur la droite. Ouais, c'est celle-là, ouais. C'est les deux premières images qui ont été dessinées, en fait. Et je trouvais ça très violent comme image, quoi. Les deux du haut, là. La poupée et le marteau, ouais. Donc là, on retrouve déjà ce qu'il y a dans Le Fils du Roi, c'est-à-dire l'absence de mots, parce qu'il y a le marteau qui est rond, la bouche de la poupée qui est rond. Donc c'est comme si on attaquait à coups de marteau la bouche. Donc il y a quelque part... tout ça était inconscient, hein, c'est parce que je dis ça comme ça maintenant, mais... parce que pour moi, cette image renvoyait à une tête de poupée gonflable. Donc c'était aussi une espèce de manière d'être assez violent avec le personnage, quoi. Parce que c'est plus une personne physique, c'est un morceau de plastique, quoi. Et le marteau à côté, ben voilà. Et puis il y avait aussi un peu le marteau et la faucille, tout ça. Ben, ça c'est secondaire. Mais aussi il y avait cette violence dans le dessin, quoi, qui se renvoie dans le sujet de la bouche trouée et du marteau, et qui se renvoie aussi dans l'idée de la poupée gonflable, une sexualité violente, etc. Et dans la manière de croiser, d'achurer très fermement le carton, quand je l'assure, je l'enfonce aussi. Ce qui fait qu'il y a plusieurs couches qui se mettent... c'est ce qui fait que ça conserve toutes les couches qu'on voit dans les bics, parce qu'il n'y a que deux bics, un bleu et un noir, mais c'est la transparence de l'encre plus l'enfoncement du carton crée cette richesse de la lumière, plus le travail évidemment de la lumière. Mais il y avait là tout d'un coup, dans ces deux images, pour moi, quelque chose où il y avait moyen de faire un travail, quoi. Donc le début du Fils du Roi, c'est ces deux images-là, quoi. Et ce qui m'a surtout convaincu, c'est que ma sœur est venue manger chez moi. Et ma sœur n'arrêtait pas de me dire que je devrais faire des BD beaucoup plus gentilles. Elle aime bien les nounours, etc., quoi. Elle est asiatique et elle aime bien tout ce côté jouet, etc., quoi, que j'aime aussi beaucoup, hein. Mais, et donc elle a vu ça dans cette poupée, quoi. Elle dit « Ah, c'est super ce que tu fais là, enfin tu fais quelque chose de mignon, quoi. » Pour moi, c'était une poupée, avec tout ce que je vous ai expliqué avant, c'était l'inverse, quoi. C'était vraiment très violent. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui est dingue, c'est que ça peut peut-être fasciner tout le monde, en fait. Chacun va y lire un truc, mais va pouvoir être fasciné par ça. Et donc voilà, après j'ai commencé à enchaîner les images, comme je fais de la bande dessinée qui a ce côté sériel. J'ai commencé à enchaîner les images, son scénario, en récupérant des fragments d'histoires que j'avais jamais faites parce que j'ai trouvé nul.
Donc par exemple dans le livre, c'est l'histoire des deux personnages qui ne se croisent pas. Ça aurait pu faire une histoire à elle seule, mais c'est devenu une séquence. Et donc par moment il y a des séquences, par moment pas. Donc pas d'histoire. Et l'idée était de tous les jours, parce que je dessine tous les jours, parce que j'ai besoin de ça, de pouvoir tous les jours faire une image qui peut-être ne correspondrait pas à celle qu'il y avait avant, mais finirait par se regrouper. Et ça, on en revient à la matérialité pure de l'outil que tu utilises. C'est que dans ce cas-là, le bic bleu et le bic noir, ce carton blanc, ce carré, cette espèce de canevas matériel, moi c'est des outils, tout ça, c'est ce que j'appelle les outils, comme le marteau, c'est les outils. Et ben, ces trois outils, en fait, ce carton et ces deux bics, créent un univers qui est assez fort pour que des choses qui ont l'air disparates se retrouveront un moment ensemble. Mais j'en sais rien parce qu'après c'est sur 10 ans que ça se répartit. Comme je suis enseignant, je fais d'autres choses. Je faisais les livres, je finissais le livre avec Philippe aussi, donc voilà. Mais c'est 10 ans en fait sur lequel un projet a le temps de maturer. C'est un peu la BD, je pense, c'est un marathon et une course de sprint en même temps, quoi. Donc faire une case, c'est une sorte de sprint et l'ensemble, c'est un marathon. Et on est toujours dans la dualité, je pense, hein, texte-image, marathon, print, scénariste, dessinateur, écrivain, dessinateur, enfin tout ça est toujours très très duel, quoi. Et duel dans le combat aussi. Et effectivement, ce rejet de la bande dessinée faisait aussi que je voulais que ça soit un projet d'expo, pour que ça ait une vraie pertinence visuelle, qu'il y ait une espèce de retour aussi direct. Quand tu fais une expo, tu croises le public quand même quand tu es là. Il y a quelque chose de proche un peu. C'est un peu comme faire un concert, faire une expo, quoi. C'est au moment du vernissage, en tout cas si les gens sont là. Pas toujours. Et pour moi, c'est important qu'un projet, je le pense toujours aussi comme livre. Je le pense vraiment comme un objet qui est diffusé. Ça se fait naturellement, en fait. Dès que même tout ce que je fais maintenant avec Facebook ou des choses comme ça, c'est une manière de publier, quoi. Et je fais un travail, j'ai autant de plaisir à pousser sur le bouton publier, ou il y a 2 jours, j'ai travaillé sur une riso, à voir les choses sortir en riso, paf, 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 les feuilles qui tombent. J'ai autant de plaisir à ça qu'à avoir fait un dessin, quoi. C'est vraiment une jubilation d'enfant, quoi. C'est comme là, pour revenir au riso, là, je passe de plein de trucs à l'autre. Hein, pour revenir au riso, là, j'étais dans cet l'atelier du tonnerre, là, qui est vraiment super, que des anciens étudiants et le groupe Jean Guichon ont formé. Et j'avais l'impression d'être dans un Luna Park, quoi, avec toutes ces machines, en train d'imprimer mes dessins, c'était vraiment super. Et donc là, j'avais montré les images à Thierry, là, qui est quand même mon collègue à l'école, et mon collègue artistique aussi. Et Thierry a tout de suite été séduit par les images aussi, quoi, comme ma sœur, mais pour d'autres raisons. Et il a tout de suite senti qu'il y avait un truc et que ça pouvait faire un livre pour le Frémoc. Et moi, j'avais déjà fait une couverture avec marqué Frémoc et tout. En fait, c'est des images qu'on ne retrouve plus dans le livre après parce qu'elles ont été abandonnées. Mais voilà, après toutes ces années où je faisais ce livre, on en discutait de temps en temps. À un moment, on a discuté de forme éditoriale, quoi. Et moi, j'avais dit à Thierry, je m'en fous du don d'exemplaires et je m'en fous du prix qu'il coûte le livre. Je voulais faire un livre, je disais, même si ça coûte 200 balles, je m'en fous. On va faire un livre, je vais faire un livre, les gens qui ont les moyens de se payer un livre comme ça à 200 balles. On en revient à la discussion de tantôt, là. Il y a des gens pour ça. J'avais vu une belle expo de livres d'artistes à Beaubourg et il y avait des livres, je ne sais plus combien de milliers d'euros d'Alechinsky. Et donc je m'étais dit, sans prétention aucune, hein, et je m'étais dit, pourquoi pas faire le livre comme on en vend de toute façon pas beaucoup quand on en fait 2-3 000. Pourquoi pas en faire un qui est à 50 exemplaires et qui sera à 200 balles et que 50 personnes super fortunées pourront s'acheter. Et d'autre part, je pensais à une diffusion sur le net, gratuite à ce moment-là. Et où le livre, comme les cases étaient toutes les mêmes, les gens auraient pu aussi constituer le livre à leur manière. Donc c'était une manière de distribuer gratuitement tout le contenu du livre. Et vu le prix que coûte une belle édition, pour faire un beau livre, ça coûte de l'argent, et voilà, il n'y a que des gens riches qui pourront se l'acheter. Thierry était contre. Il m'a tout de suite dit non, on ne fait pas des trucs à 200 balles. Quoi. Par contre, Thierry est très maniaque sur l'édition et très respectueux du travail et veut porter les livres du Frémoc sont là pour porter les auteurs.
et pour que la production traduise l'âme du livre, quoi. Donc il faut que l'âme de l'éditeur soit là aussi, pour que le livre ait sa propre âme après, quoi. Et donc ça fait deux âmes qui doivent s'entendre, et c'est très rare dans la grande édition. Heureusement dans la petite, voilà. Ou quand on est son propre éditeur, pour revenir au fanzine, dans le toucher, dans le truc, il y a l'âme. Pour en revenir aussi au fanzine, je fais encore un passage par rapport à l'âme. Là, avec les rideaux, j'ai découvert que les machines avaient une âme. C'est un truc qui m'avait jamais frappé, mais tout d'un coup, je me suis dit que bon, je voulais pas faire de la riso, parce que la riso, je trouvais ça devenu le truc qu'on appelle le mode, quoi. Tout le monde fait de la riso maintenant, depuis quelques années. Le premier que j'avais vu, c'était Olivier Scrowen. Et après, bon, c'est devenu le truc tarte à la crème des écoles d'art, quoi. Donc je voulais pas faire parce que voilà, il y a cette qualité particulière, quoi. Et donc là, j'ai pris du plaisir à le faire et je trouve ça vraiment super parce qu'effectivement, il y a une touche riso et ça, c'est ce que j'appelle l'âme de la machine, quoi. Et en fait, j'ai fait de la lino pendant les vacances, de la linogravure. La linogravure, bah, elle a aussi son âme. Quand on fait de la linogravure, il y a la reproduction amène quelque chose de l'aura de Benjamin. Il y a l'aura de chaque machine, quoi. Donc, par exemple, pour être très simple, j'avais fait un atelier avec des enfants. Comme mon fils était petit, il fallait que je vienne à l'école dire que je faisais de la bande dessinée. Et donc, j'avais fait un atelier avec des enfants et je leur ai fait faire de la lido. Et ben, c'est des dessins que vous mettez dans les cadres, hein. C'est très très beau, quoi. Vous prenez un dessin d'enfant, ça ressemble à un dessin d'enfant, c'est déjà beau en soi, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a le côté, bah oui, c'est dessin d'enfant. Un enfant fait une lino, le dessin il n'est pas mieux, mais il passe dans la presse, il sort, il y a le papier gravure, il y a l'angle gravure, il y a la machine qui fait quelque chose, qui fait que cet objet devient accrochable directement sur un mur. Même chose avec la riso, même chose avec l'impression offset, etc., quoi. Et donc en offset ça se complique énormément. Et donc là, heureusement que je pouvais discuter avec Thierry qui connaît bien, qui commence à bien connaître les choses. Et que Frémoc a ce qu'on appelle un super photograveur. Enfin, je parle de tout ça parce que ça croise forcément pourquoi ce livre tout d'un coup devient un objet que c'est pas moi qui l'ai mis là-bas sur un socle, mais ils l'ont mis sur un socle, donc ça veut dire que le livre, il a l'air d'être exposable autant que les originaux. C'est un objet exposable en soi, même fermé, quoi. Et donc on a un photograveur Non, voilà, l'idée géniale que Thierry a eue, c'est que moi je pensais imprimer ça en 4 couleurs, alors que c'est du bleu et du noir, mais comme il y a pas mal de bleus différents, en fait, et pas mal... parce que finalement les bics, parfois l'angle change un peu, ou bien avec le temps, ça bouge un peu. Donc quand on regarde les originaux, si on les regarde bien, on voit des variations. Et donc si on fait de la quadrille avec, on aura même du rouge dedans, quoi, alors qu'il n'y a jamais eu de bic rouge. Et là, Thierry a eu l'idée géniale, c'est de me dire, mais si tu travailles avec du bleu et du rouge, on va faire la même chose avec l'édition. On va l'imprimer en bleu et en rouge. Donc avec des couleurs Pantone. En noir et en rouge, et en bleu. Ouais, en noir et en bleu. En fait, 2 bleus et un noir, c'est ça? Non, un bleu et 2 noirs. 2 bleus, 2 noirs finalement? Ouais, j'étais plus sûr. Voilà. Et enfin, pour dire que de nouveau, pour que le livre ait sa propre âme, qui en même temps respecte l'âme de l'original, il faut lâcher du lest et il faut prendre d'autres choses positives, quoi. Et donc c'est une manière de recréer le travail de l'auteur, en fait, puisque là il y a une sorte de recréation, vu que tout le travail éditorial du choix de l'imprimer de cette manière-là est une recréation des images aussi, en fait, puisque les originaux sont faits au bic bleu, noir, et là on va travailler avec de l'encre de Pantone, une autre encre, etc. Donc c'est une recréation complète, je pense même de l'image. Ça a aussi un intérêt, parce que les choses en bande dessinée ont toujours un intérêt plastique, mais un intérêt narratif, c'est qu'il y a, à partir du moment où il a fallu concevoir le livre, que l'objet n'était plus seulement un objet comme vous l'avez derrière, là, les originaux qui sont l'un à côté de l'autre, un grand patchwork d'images, donc c'est une manière d'appréhender le récit et le livre, toutes les pages sont ouvertes, quoi. Ce qui correspond en fait tout simplement à la manière dont je travaille, hein. C'est pas, il n'y a pas d'intellectualisation de l'expo derrière, en fait. J'aimerais bien travailler plus l'idée de l'expo, mais là il n'y a pas d'intellectualisation, c'est même
très simplement aussi la création du livre est liée aussi à la manière dont je travaille, dans le sens où j'ai toujours travaillé avec tout par terre. Donc tu vois, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, mais il y a un univers qui est là tout le temps et qui permet d'alimenter mon cerveau et qui fait que les images que je fais quand elles sont là, elles ne sont jamais faites séparées de ce qu'il y a là, quoi. C'est toujours dans mon champ de vision. C'est d'ailleurs ma compagne, Nathalie, parce qu'au début je pensais que le livre allait être un gros livre avec une seule image par page. J'avais la référence d'un livre d'un auteur qui est publié chez Frémaux aussi, qui s'appelle Martin Tomdik, qui a fait un livre qui s'appelle Sans vision d'Hambourg, c'est ça ? Sans vue du port d'Hambourg, qui est un livre avec ce défilé-là. J'avais cette idée-là pour l'objet. Il y avait aussi, à ce moment-là, j'étais assez fasciné par le travail de Stefano Ricci. Et Stefano Ricci publiait des peaux noires, qui étaient des recueils d'images, mais il y avait quand même un fil narratif. Bon, ça, c'était les grandes influences, je pense, pour faire l'objet. Et c'est Nathalie qui m'a dit, mais enfin, c'est stupide de mettre... Enfin, c'est pas stupide, mais c'est peut-être un peu con de faire un livre avec une seule image par page, alors que quand tu travailles, c'est un damier. Il y a des... D'où l'idée d'en mettre 4, quoi. C'est pour ça que la plupart des pages sont composées de 4 carrés. Et ça a aussi entraîné toute une manière d'après de continuer le livre, parce que là j'en étais peut-être qu'à la moitié des images. Donc c'est pour dire comment tout ça s'est conçu, narration, livre, objet, expo, discussion avec Thierry, discussion avec Nathalie, tout ça participe à la création d'un livre, quoi. Et c'est un peu comme un voyage où tu croises des gens et ces gens-là t'apportent quelque chose, quoi. Ensuite, c'est comme ça qu'est venue aussi l'idée des grandes images, parce que c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un grand livre qui pouvait coûter 200 €, parce que on s'était dit, on va le faire de 40 cm sur 40. Thierry, qui était pragmatique, m'a dit tout de suite, ça rentre pas dans les bibliothèques, quoi. Et comme chez Frémoc, on aime bien les tranches de livres, on est très attaché à la tranche. Dans les bibliothèques, c'est important qu'on puisse mettre le livre comme ça pour voir toute la tranche. C'est super beau, les tranches, hein. Les typos en tout petit, parfois il y a un petit dessin, c'est très important. Et donc on est descendu à 33 cm. Voilà. Après, c'était aussi un enjeu éditorial financier, parce qu'à des formats pareils, la reliure coûte très cher. C'est d'ailleurs pour ça que si quelqu'un a des sous dans la salle, on aimerait bien le rééditer aussi bien, qu'on fait un appel aux dons, on va faire la quête comme à l'église, dehors. Religion Frémoc. Quoi dire? Eh ben oui, donc on a fait 33 cm sur 33 cm, on l'a fait à 33 €, ce qui est un cadeau pour les gens, parce que ça devrait coûter beaucoup plus cher que ça. Ces gens ne se rendent pas toujours compte, ça, que quand ils achètent un livre, on leur offre beaucoup d'argent, quoi. Eux, ils sortent l'argent du portefeuille, mais en fait, si on devrait les faire payer le livre au prix qui coûterait si on payait tous les gens qui travaillent dans la structure qui permet à ce que le livre existe. Donc je ne parle pas que de l'auteur, hein, je parle de l'éditeur, je parle des gens qui s'occupent de la presse, etc. Il y en a 2 qu'on paye, c'est le diffuseur et le libraire, et l'imprimeur, ça fait 3. Mais en gros, bah ouais, ça c'est la question de l'économie, pour ça le do it yourself. C'est pour ça que je parlais des trucs comme Facebook aussi au début. C'est que sur l'économie d'un livre où il y a 40% diffuseur, 40% libraire, ça à peu près. C'est quoi? Entre 55 et 60% pour le diffuseur, mais dans lequel il y a la marge du libraire, okay. Il y a tout. Il reste, bah, ça fait 60% pour les gens qui diffusent le livre, quoi. Il reste 40% pour l'imprimeur, parce que là tu es obligé de le payer. Il n'y a pas le choix, le papier, il faut bien qu'il le paye, etc. Et puis l'imprimeur, c'est un ouvrier qui a un statut d'ouvrier et qu'il faut le payer. L'artiste qui a un statut d'artiste, on peut ne pas le payer. Et l'éditeur, s'il veut faire l'effort, il peut aussi pas se payer, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc si on veut payer l'éditeur et l'artiste toujours comme il faudrait que les gens achètent les livres à un prix qu'ils trouveraient complètement fou. Donc voilà comment ça marche. 200 €. Pas loin. 60 quoi, au lieu de 33. Ça à peu près, non? Ouais. Ah voilà, confirmation de l'éditeur. Donc on donne 33 € aux gens, quoi. C'est là qu'on dit, on fait une remise de 33 €. En fait, on devrait mettre moins 33 € sur le prix du livre.
Et donc on a pu voir que pour le Fils du Roi, il y a tout un processus qui s'est fait à partir du moment où tu pensais le lire avec tout le monde, comme tu l'as dit. Et on voit que chacun de tes ouvrages, en fait, ont des formats différents. À part ces deux-là, mais sinon tous, ils ont une forme, une épaisseur différente, il y a une vraie vie presque organique pour chacun d'eux. À quel moment, est-ce que c'est toujours lorsque le travail a déjà commencé, au milieu du travail, ou parfois tu le penses avant même, comme un espace à investir, une sorte de nouvelle liberté, un nouveau terrain à explorer, ou c'est à chaque fois, à partir du moment où tu as déjà la matière graphique, que tu commences à te dire comment essayer de mieux la représenter, de la porter Ouais, non, ça s'installe en deuxième lieu. Je suis encore très classique dans mon fonctionnement, en fait. Je suis encore très attaché à l'histoire, au dessin, enfin, je suis encore fort attaché au récit, etc. Et donc, j'ai une manière de réfléchir et de fonctionner qui passe d'abord par la mise en place d'un projet au niveau du récit, au niveau du dessin. Vient se discuter la forme, mais c'est assez rapide, hein, la forme se discute assez vite. Mais j'aime aussi qu'il y ait beaucoup que le livre se crée en fait, hein, à tout niveau. Donc par exemple, Paysage après la bataille, là, ouais, on ne s'assit pas un jour à sa table en disant qu'on va faire 432 pages. Hein. On s'assit en se disant qu'on va en faire une centaine maintenant, quoi, 120. Et donc je suis un auteur qui pense qu'il a pas de style. Je pense que j'en ai pas d'ailleurs. Et c'était un gros handicap quand j'étais en école d'art, parce que c'était vraiment le truc qui était marqué, quoi. Il fallait avoir, quand on était étudiant, qu'on faisait de la BD, il fallait vraiment que les gens puissent te coller une étiquette très précise, et si tu faisais un truc, c'était un peu autre, c'est que tu copiais quelqu'un en général, quoi, que tu n'avais pas de style. Donc pas d'identité et tout ça. Donc c'était assez dur à vivre. Et j'ai vécu ça très longtemps, ce problème identitaire par rapport au style, quoi, du dessin. Et la BD est très ringarde par rapport à ça, quoi. L'histoire de l'art maintenant a bien dépassé tout ça. Les gens comme Warhol ont bien mis les choses en place, ou Duchamp et compagnie. Enfin, on est passé beaucoup plus loin sur l'absence de l'auteur, par exemple, quoi. Mais la BD est très ringarde, elle a que 150 ans à peu près, quoi. Donc, elle est encore très jeune par rapport à tout ça. Pourquoi je dis ça en fait? C'était quoi le truc? C'était à quel moment est-ce que tu choisis vraiment le format? Ah ouais. Et donc à chaque récit, il y a un long travail de recherche pour aborder qu'il y ait un scénario ou pas. Hein. Il y a vraiment tout un long travail pour trouver l'atmosphère, le ton. Très important pour moi, c'est le ton, l'atmosphère que vont dégager les images, quoi. Et donc c'est long parce que ça doit croiser les thématiques du livre, et ça doit aussi leur amener un plus, quoi. Je pense que si on fait de la bande dessinée, c'est quand même parce qu'on n'écrit pas des romans, on ne fait pas des films, on fait de la bande dessinée. Donc à un moment, le médium bande dessinée doit participer dans la création, donc tous les codes de la bande dessinée et les outils qu'on utilise aussi, tout ça doit se traduire narrativement en fait. Et le texte doit être remplacé par les femmes. C'est un échange tout le temps entre les deux. Et donc, Paysage après la bataille, il y a eu plusieurs essais. Après, je discute avec Philippe chaque fois et on remet en question les choses. Et donc, il y a plusieurs variations. J'avais même dessiné 60 ou 80 pages en noir pur. Et on s'était dit, voilà, ça va plomber tout, quoi, parce que c'est déjà un sujet dur, mais alors en plus, dessiner comme ça va vraiment casser le moral de tout le monde, quoi. Et donc voilà, après il a fallu trouver autre chose, c'est comme ça que naît le gris, le très fin, c'est la notion de fragilité. Et ça c'était à la base, quoi. Quand j'avais demandé à Philippe le scénario, Philippe m'avait demandé de quoi tu veux parler, j'avais dit fragilité et précarité. Donc fragilité de l'être humain, quoi, bien sûr, et de la précarité, les SDF, etc., quoi. Donc Philippe, quand il m'amène un scénario complètement décalé par rapport à ce que je pensais. Donc moi je pensais à un livre très noir, très sombre, comme Le Monde, quoi. Et il est arrivé à quelque chose de complètement décalé, avec une femme retirée dans un camping. Donc là, on retrouvait la précarité, la fragilité, parce qu'elle perd un enfant. Donc toutes ces notions-là étaient là. Et après, moi, je passe beaucoup de temps, effectivement, à trouver le ton, à quel moment le dessin correspond
au motif narratif et comment il n'est pas prisonnier de ça, parce que le problème de la BD, c'est d'être prisonnier vite de la case, que le dessin se bloque, c'est de nouveau le coup du marathon et du sprint. Et donc ça prend du temps, quoi. Donc c'est pas un style Éric Lambé, c'est un style qui naît de croisement du scénario de Philippe, de ma subjectivité, de la sienne, de la mienne, et puis des outils en eux-mêmes, quoi. Et donc les outils, au départ, c'est avant le livre, c'est d'abord quand même l'original, la page sur laquelle je dessine, je pense, pour moi, quoi. Et la plume, et dans ce cas-là, le bout de noir. Après, quand ça est en place et qu'il y a, dans ce cas-là, 100 pages, et qu'on se rend compte que 100 pages ne traduit que un quart du scénario, et que pour la première fois, j'avais vraiment l'envie de respecter complètement le scénario de Philippe, c'est-à-dire de prendre au pied de la lettre, de manière complètement brute, ce qu'il écrivait, de n'avoir plus aucune subjectivité par rapport au scénario, et de l'avoir placé tellement de subjectivité dans la manière de le dessiner, que je pouvais le prendre objectivement, sa subjectivité à lui, quoi. Et pourquoi je dis ça, moi, en fait Et oui, donc en fait, on se rend compte que ça va faire 400 pages, quoi. Et à ce moment-là, se pose des questions d'objets, de livres. Ça impose tout de suite un truc déjà, est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va trouver un éditeur? Parce que maintenant, c'est devenu un peu classique, en fait, les gros livres. Il y a pas mal de livres de 400, 500, 600 pages. Quand on a commencé Paysage, ça remonte quand même à 2008, le scénario de Paysage. Donc ça fait 8 ans quand même. À ce moment-là, c'était encore un peu... 2-3 ans après, c'était encore un peu chaud de faire un livre de 400 pages, quoi, je crois. Et de nouveau, dans cette idée qu'on va imposer quelque chose, ça c'est assez important, c'est que je suis tellement inquiet de ce que je fais que je suis incapable d'aller chez un éditeur proposer un projet. Ce que fait tout auteur BD, il fait 3 pages, il va avec un scénario et il propose. Alors moi, je suis incapable de savoir ce que sera le livre et d'avoir confiance dans un projet avec 3 pages, quoi. Ça n'a jamais été possible, c'était un vrai handicap. C'est ce qui fait que j'ai jamais été chez un autre éditeur non plus. En toute une époque, tu vois, c'est comment tout ce qui est négatif devient positif à un moment. Hein. Et donc j'ai toujours fait les livres, et même avec Philippe, on a fait les livres, et puis on a été les proposer, quoi. Dans les paysages, on a un peu d'assurance, ça fait quand même 20 ans à ce moment-là qu'on est dans le milieu, on a fait quelques livres, donc on peut se dire qu'après 120 pages, on va être sûr, donc on peut demander une bourse à la commission, sinon je ne demande pas de bourse, hein. Je veux être sûr de faire le livre, on va être sûr de le faire, on sait où on va, on peut commencer à parler avec un éditeur, quoi. Donc là, forcément, on parle avec Thierry de Frémoc, parce que c'est le plus près, hein. Frémoc, c'est pas juste Thierry, hein, ils sont pleins, c'est parce que c'est Thierry qui est le plus près que... Après, ça passe dans un comité éditorial, etc. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une personne qui... Mais c'est parce que juste Thierry, il est là, on se voit pour travailler, donc c'est le plus facile pour avoir la communication directe. Bref. Et il y avait aussi que Actes Sud, comme c'était quand même 432 pages, qui avait quand même dans ce livre, je sentais, par rapport au Fils du Roi, un académisme quand même. Il y avait cette volonté aussi d'avoir un académisme par rapport à la BD. Donc il y avait quelque chose de plus classique, en gros. Il y a... Toujours dans mon travail, il y a un jeu comme ça aussi, avec la forme, l'humour aussi, même dans un livre comme Paysage, qui est très triste, pour faire un petit passage. Et ben, le fait d'avoir des champs de bataille, de dessiner des champs de bataille, de commencer un livre par une image recopiée d'un champ de bataille, donc d'une peinture académique, et de demander une bourse à la commission de la BD, qui à ce moment-là se posait des questions sur la légitimité de donner de l'argent à des gens qui font des choses plus classiques ou à donner à des gens qui font des choses d'avant-garde, tu vois. Que moi je suis plutôt un auteur dit d'avant-garde, et ben de leur mettre devant un projet avec une première page où c'est une image de cheval avec des militaires dessinés au trait sur une feuille blanche, donc le style BD, quoi, et l'académisme du sujet, je trouvais ça très drôle, quoi. Je suis très fan des surréalistes et des dadaïstes, donc j'aime toujours bien qu'il y ait un truc comme ça là-dedans. Et donc tu vois comment naît quelque chose, quoi. C'est vraiment une jonction de pas mal de paramètres. Et l'objet livre aussi, sa taille, l'épaisseur s'impose par le nombre de pages, de 432. La taille, elle s'impose aussi par des raisons financières, c'est-à-dire que 17 x 24, c'est le format où on perd le moins de papier en offset. Donc voilà, c'est tout ça. Alors après, il faut que ça croise aussi, que ce soit pas juste économique, c'est toujours... il y a toujours un échange entre l'artistique et le pragmatique, quoi. On ne peut pas faire autrement. Donc il faut qu'aussi, après ce pragmatisme,
il ait un intérêt artistique. Dans ce cadre-là, effectivement, le côté roman, mon roman graphique, c'est un mot aussi qui est très pompeux. Bon, il était pompeux au moment où on a fait paysage, donc moi j'aimais bien reprendre ce mot en fait, parce que tout le monde le critiquait. Donc moi je voulais que ça ait l'air d'un roman, et que ce livre, je pense qu'il avait ce côté littéraire, et qu'on allait jouer la carte roman graphique à fond. D'où l'idée aussi que cet objet il ressemble à un vieux livre, comme on trouve des livres d'histoire sur l'histoire de Napoléon, quoi, des gros livres cartonnés, comme on faisait avant, avec une grosse couverture et l'intérieur du texte. Et aussi où la couverture est forcément est différente de l'intérieur, puisque vu qu'à l'intérieur c'est de la typographie et du texte, et que la couverture c'était souvent des belles images en couleur ou imprimées en 2-3 couleurs. Et donc paysage est fait de la même manière, le dessin à l'extérieur. D'abord rappelle forcément le sujet du livre, c'est un énorme panorama dans lequel le personnage se trouve. Mais c'est aussi une référence à effectivement ces vieux livres où il y a une image en couleur et à l'intérieur c'est en noir et blanc, quoi. Voilà comment on est un peu un objet. On n'a plus beaucoup de temps. Des On questions va peut-être clôturer pour laisser la parole au public. Voilà. Donc s'il y a des questions. Oui, et Jean, oui, si tu veux bien animer. J'ai pas eu le temps de poser beaucoup de questions. Ouais, c'est vrai. Il a fait des tonnes de questions qui sont super, et puis voilà, je parle trop. Tu répondais à toutes les questions au fur et à mesure. C'était très bien. Il avait fait plein, il a fait un super travail, quoi. Il est super à fond dans tout Mocha, il faut aller le chercher, Mocha, quand même. Il a été tout cherché. Mais qui n'est pas perdu, parce que tu croisais les choses. Quelqu'un a des questions peut-être dans le public? J'ai peut-être une question pour toi, justement. Parce que, non, c'est juste, j'ai vu une citation de Butor qui passait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as rapproché Butor du travail d'Éric? Question. Parce qu'en fait, c'était par rapport à cette à ce sujet du... Ça vient où, ça? Non, ça vient peut-être après, ouais. Voilà. C'était cette idée de la nécessité... Je croisais deux citations, une de Butor, une de Melot, je sais pas comment on dit, Michel Melot, merci. Qui ont 40 ans d'intervalle et qui disent à peu près la même chose. Donc je vous la lis, Michel Butor. Donc, le journal, la radio, la télévision, le cinéma vont obliger le livre à devenir de plus en plus beau. Nous retrouverons le livre comme un objet complet. Et Michel Melot, donc 40 ans plus tard, expliquait: c'est évidemment à l'irruption de l'électronique et plus généralement des écrans qu'il faut attribuer ce mouvement d'intérêt pour la morphologie du livre et son fonctionnement propre. Tant que le règne du papier était sans partage, il était difficile de voir le livre comme un objet matériel. Et donc voilà, c'était pour interroger cet état de fait qu'on retrouvait et qui finalement peut-être circulait un peu plus qu'on ne le pensait avec les Botaniques Comics que tu entamais sur Facebook. Et c'était pour faire réagir un petit peu Eric sur cette importance du beau livre par rapport à l'électronique, même si je ne suis pas persuadé de ça, de ce qu'ils disent. Je ne pense pas que la télé a... Enfin, quand on voit des bibles magnifiques qui existaient déjà, il n'y avait pourtant pas d'écran. Je pense que le beau livre existe parce qu'on a envie de dire des choses d'un livre, avant tout, plus que dans un rapport de concurrentialité. Voilà, c'était pas parce que j'étais d'accord, mais plutôt au contraire. Il y a une sorte de, me semble-t-il, de mélancolie de l'objet, je ne sais pas, vous en pensez chacun. Mélancolie de l'objet. Oui, puisque tout est dématérialisé. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est le réinvestissement de l'objet. Alors c'est vrai qu'il y a des livres du XVIe siècle, des manuscrits, etc. Évidemment, tout ça existait, mais... Il y a effectivement une sorte d'effet de mode, mais je pense qu'il se voit par exemple avec la popularité de Chris Ware en librairie. J'ai discuté avec des libraires qui m'expliquaient que ça se vend comme des petits pains, de gens qui ne viennent pas à la bande dessinée
Après, il y a aussi un projet artistique et effectivement comment c'est récupéré par un public qui, eux, aiment bien cette élégance de l'objet. Mais après, je pense qu'on a un vrai projet artistique, une ambition en soi. Elle reste guidée par, comme tu dis, par l'image finalement, qui reste centrale. Mine de rien. C'est frappant que l'adjectif beau revienne alors que tu l'as posé au début de l'entretien. Eric. Ouais, enfin moi je pense que une des premières choses qu'on dit quand on regarde un travail, souvent on dit c'est beau. Après, on dit waouh c'est beau ou waouh c'est fou. Donc ces choses-là qui ont l'air très basiques, en fait elles sont quand même assez primordiales. Parce qu'on a, effectivement, comme je le disais, on a remis vraiment énormément en cause cette notion de beauté dans l'art, quoi. Et effectivement, c'est assez ridicule quelque part de penser que la beauté serait quelque chose de mieux que la laideur, quoi, par exemple. Mais il y a quand même ce truc, ouais, c'est beau. Donc, et après, on regarde un peu pourquoi c'est beau. Et en général, c'est beau parce que voilà, c'est fort aussi, parce qu'il y a plein de niveaux en dessous qui font que cette couche qui finalement bouffe, c'est beau. L'étincelle, tout ça, tout d'un coup, elle dépend de plein de choses en dessous, évidemment, quoi. Donc je pense pas que ce soit si péjoratif ce mot. Et par rapport au livre et la mélancolie, ou quoi, moi je pense qu'il y a, pour ma part, une grande nostalgie. Et ça, c'est peut-être pas très positif. C'est-à-dire que je suis pas visionnaire, je pense, quoi. Donc par exemple, par rapport à un outil comme l'écran, tout ce qui se fait sur Internet, tout ça, j'ai pas d'affectif plastique. Ouais. J'ai pas d'affectif à ce que j'ai devant moi quand j'ai une image sur un écran, alors que je l'ai sur un livre, un papier. Et je pensais à ça ce matin, justement. Je me disais, tiens, c'est peut-être juste une question de nostalgie, parce que je pensais à la Riso aussi. Et je me disais, peut-être que j'ai besoin d'une certaine nostalgie, d'avoir un truc de déjà vu et qui a déjà passé, comme un espèce de truc vintage, comme ça, qui fait que je peux trouver quelque chose de beau et que j'ai du mal à trouver quelque chose de beau qui serait tout neuf, quoi. Et je trouve que ça se retrouve un peu partout. J'ai toujours ce truc-là dans mon travail où je trouve que c'est vieillot, quoi. Je trouve que c'est très vieillot. Même cette manière d'aborder le dessin, tout, quand je vois par exemple ça, c'est très influencé d'affiches des années 40, quoi. Des choses que tu fais sur Internet, Ouais. qui sont publiées actuellement. Enfin, ça, c'est le premier qui est devenu un livre en rideau, que j'ai fait avec mon fils. Qui a lancé un groupe de rock. Enfin, il n'est pas tout seul, évidemment. Et on a décidé de reprendre une de ses chansons. C'est lui qui m'a proposé. C'est les Botany Comics, c'est un projet qui est ouvert à la BD, mais ouvert aussi à la presse, ouvert à d'autres auteurs, etc. C'est une espèce de grande ambition derrière que j'ai depuis longtemps. Oui, mon premier livre s'appelait Les Botany Comics. C'est un truc auquel je reviens 30 ans après, en fait. Mais voilà, je trouve ça assez vieillot comme dessin. C'est très référentiel aux affiches des années 40, quoi. Chris Ware aussi, par exemple, quelqu'un qui parle beaucoup de nostalgie, je pense, dans son travail. Par exemple, il veut que ces images soient dégagées de l'époque de la télévision. Donc il se réfère à des images beaucoup plus anciennes. Parce qu'effectivement, il a raison, on lit le monde en fonction du cinéma et de la télé maintenant. Et que donc pour pouvoir relire le monde, il faut peut-être faire appel à des images plus anciennes ou à se mettre pour pouvoir le lire de manière plus neuve. C'est ça qui est assez étonnant. L'immédiateté de la télé, l'immédiateté du cinéma, on fait qu'on voit le monde peut-être d'une manière tout à fait, enfin, qu'à mon avis tout à fait faussée. Et que c'est Chris Ware là qui m'a mis la puce à l'oreille sur ce truc-là, quoi. Et personne d'ailleurs qui, entre parenthèses, fait que moi j'ai du mal à revoir le monde sans penser à lui, quoi. C'est incroyable la force que ces images ont eue sur moi. Il y a un home près de chez moi et quand je regarde les gens à l'extérieur dans la fenêtre du home, dans leur petite chambre, là, j'ai vraiment l'impression de voir une image de Chris Ware, quoi. C'est presque, le réel est presque difficile à lire, quoi. Donc oui, sans doute l'appel à des techniques anciennes, l'appel à peut-être des manières de dessiner anciennes, tout ça, c'est peut-être parce qu'on se sent trop prisonnier d'un présent qui nous échappe et qu'on n'arrive pas à lire, et que donc en ayant ce regard nostalgique et en faisant appel à une culture plus ancienne, on le lit peut-être mieux.
Et juste pour rebondir par rapport au numérique, alors moi personnellement je suis pas fan du tout, j'aime pas trop le numérique et je trouve dommage tout simplement parce qu'il y a une interface qui est l'écran et qui restera avant tout un écran. Et par exemple quand on voit le fils du roi, je sais pas si vous pouvez voir, il a tout l'appareil paratextuel, donc le titre de l'auteur, de l'éditeur, et sur une petite pastille qu'on peut enlever si on le souhaite. À l'intérieur, le titre du livre est vraiment englobé dans le dessin. L'ISBN est derrière une trame, enfin tout, on va dire qu'il y a le bruit graphique qui va au-delà du dessin. Et donc on a une lecture beaucoup plus sensorielle. En fait, on peut être vraiment en prise qu'avec les images. Alors qu'avec le numérique, on reste toujours avec un écran, même avec des choses très bien faites. Avec la tablette, il faut qu'on appuie, par exemple, pour que la page apparaisse. Il y a quelque chose qui est... J'ai plus de mal à être fasciné, à me laisser prendre par du numérique que par un beau livre qui s'impose et qui justement essaie d'enlever tout ce qui peut titiller mon intellect pour me laisser partir vers un voyage sensoriel. Et justement, ça m'étonnait beaucoup en fait que tu passes au numérique. Ben, la présence du livre, c'est un vrai objet, quoi. L'écran d'ordi, à part un vieil ordi ou un vieil Atari ou quelque chose comme ça commence à devenir assez chaleureux en fait. Les photocopieuses aussi deviennent chaleureuses, quoi, alors que ça l'était pas. Donc je pense qu'à un moment, un vieux Mac sera chaleureux, quoi. Peut-être que la manière de regarder une image sur un Mac sera chaleureuse aussi pour des gens qui ont toujours vécu avec ça. Moi j'ai du mal à voir, et j'ai du mal à voir des choses qui me satisfont vraiment. Même au niveau de la créativité que ça apporte, quoi. Donc je pense que pour l'instant c'est encore un outil pour moi de communication, et je l'emploie de cette manière-là, pas comme un outil créatif en fait. C'est pour ça que je parlais tantôt des Facebook comme le do it yourself. C'est que moi j'étais contre Facebook complètement, enfin, je voulais pas du tout être sur ces trucs-là. Il se fait que je me suis retrouvé à l'hôpital pendant un petit temps et que je m'emmerdais, et que je me suis dit tiens je vais me faire un Facebook. Comme ça, c'était une manière de dessiner, parce que je dessinais plus à ce moment-là, et je me dis, comme ça, c'est une manière de créer. Donc j'ai tout de suite envisagé ce truc de Facebook comme un outil de création, comme un outil qui était ma manière à ce moment-là de pouvoir montrer des images. Donc il y a toujours cette idée de montrer. Et je me suis aperçu dernièrement, je n'avais pas fait gaffe, c'est ce que je te disais tantôt, c'est que quand tu as une page Facebook, et que tu mets une image, c'est marqué publier, quoi. Donc j'ai cette même excitation à pousser sur le bouton publier quand je vois la photocopieuse sortir, quoi. Il y a un truc, tiens, pouf, je publie, quoi. Et quand on publie des livres à 2000 exemplaires, quand on voit qu'on a 1400 amis, même s'ils ne vont pas voir, on a l'impression qu'on publie pour 1400 personnes, quoi. Ce qui est complètement ridicule, mais il y a ce truc-là quand même, quoi. Et donc je commence à trouver ça sympathique, mais peut-être parce que ça devient aussi un peu vintage, quoi. Parce que mes étudiants, ils utilisent Facebook depuis je ne sais pas combien de temps pour communiquer. Moi, ça fait 6 mois, quoi, que j'utilise ça. Et j'ai un vrai plaisir pour l'instant à publier. Et ce qui me fait marrer, c'est que par contre, c'est partagé quand tu as ta page à ton nom. Enfin, quand c'est pas une page. Quand c'est une page, c'est publié. Ouais, c'est à toi. Quand c'est à ton nom, c'est partagé. Et je me demande pourquoi c'est pas publié aussi, tu vois. Il y a un truc bizarre. Et donc je me suis dit, tiens, partager et publier, c'est la même chose en fait. C'est comme quand on publie une BD, c'est partagé avec des gens. Donc c'est assez logique tout ça, quoi. Et par contre, et donc voilà, ça me permet par exemple de faire des dessins de presse quand j'ai envie, sans avoir de presse. Je peux, quand Paul Sonaro sort un truc, comme j'aime bien faire ça aussi, et de dessiner très vite, et de mettre une idée, je vais donner ma petite idée au monde, je peux le faire, quoi. Je ne dois pas envoyer un journal, etc. Je peux aussi faire ma promotion, c'est-à-dire commencer à promotionner les Botaniques Comics. J'avais commencé à mettre les BD complètement. Thierry m'a dit t'arrêtes de mettre des BD. Ouais, tu m'as dit ça. Il m'a dit non, maintenant tu ne fais plus. Hein, Et donc maintenant je ne fais plus que mettre la couverture ou 2-3 images ou des photos de. Mais par contre j'ai envie de faire plein de petits trucs, comme par exemple j'aime bien blaguer. Donc là je peux faire des blagues graphiques je fais une petite histoire sur l'histoire de l'art, où je peux me permettre de faire les crottes de Lascaux au lieu des crottes de Lascaux, et de mettre des crottes, et je prends 5 minutes et je fais le truc, et ça fait une petite image, et voilà, ça n'a aucun autre poids. Il n'y a pas de poids financier derrière, quoi. Il n'y a pas de poids aussi de porter des trucs, ou d'aller porter, etc. Et ça, je trouve ça quand même pas mal, quoi, pour revenir au do-it-yourself.
il y a quand même un truc du genre, même si je vois bien la différence que tu ne touches pas par tes mains l'objet, tu n'es pas en train de... Tu ne façonnes pas l'objet, parce que l'écran, tout le monde là, le truc est imposé, quoi, l'interface. L'interface Facebook est imposée, donc ça, tu ne peux pas toucher à ça. Mais il y a quand même, je pense, dans le geste, quelque chose de pas loin. Tant qu'il n'y a pas de censure qui se fait, quoi, évidemment. Tant qu'il n'y a pas de censure politique qui se fait. Justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce que pour toi, la réflexion créative est très différente si tu travailles pour Facebook ou sur un projet qui, par après, sera reproduit sur papier? Non, pour l'instant, non. Non. Je dessine tout. Non, je fais la même chose, en fait. Mais parce que j'ai toujours dans la tête que les choses deviennent un livre, après, quoi. Donc, là, j'ai bien envie de m'amuser avec cette fameuse Riso, là, cet atelier du tonnerre, parce que je trouve qu'il y a un vrai plaisir à faire les... Enfin, ça a toujours été... En fait, dès que les photocopieuses, je me souviens dans les années 90, il y a eu les premières photocopieuses ici à Bruxelles, je sais pas, en 2000, qui permettaient d'imprimer en 3 couleurs, bleu, blanc et... Il y avait bleu, blanc, vert et rouge. Quand j'avais découvert ce truc, c'était la folie, quoi. Mais je pensais pas à des livres, parce qu'à ce moment-là, j'avais tellement de mal avec la bande dessinée, j'avais tellement de mal à en faire. Mais par contre, des cartes de vœux, des trucs comme ça, j'adorais faire ça avec cette machine, quoi. Donc maintenant, j'ai ce plaisir-là de faire ça. C'est une manière aussi de diffuser que je trouve pas mal, en fait. C'est que juste tu publies, tu peux imprimer 65 exemplaires, c'est ce que j'ai fait là. Thierry m'a dit qu'il en prenait une vingtaine pour le Frémoc, donc ils seront sur les tables Frémoc. Après, pendant les concerts du groupe de mon fils, on en vendra. Après, sur le Facebook, peut-être qu'on mettra l'histoire après complète quand on aura déjà vendu quelques livres. Donc c'est une manière de diffuser son travail que je trouve pas mal. Mais il y a toujours quand même cette envie de faire en plus un objet livre qu'on a dans la main, quoi, et qu'on vend aussi. Gagner un peu d'argent dessus, quoi. Ça fait beaucoup. Une dernière question peut-être? Bon, je ne veux pas monopoliser, mais puisque. Mais c'était intéressant. Mais parce que tu parlais de l'interface d'ordinateur, etc. Mais on parlait tout à l'heure du paratexte. Hein, et donc j'ai l'impression, Thierry peut connaître ça aussi, c'est à un moment donné, c'est un foutu code barre, par exemple, qu'est-ce qu'on va foutre avec ce code barre? Et quelque part, il y a une jubilation à utiliser cette contrainte et à faire en sorte qu'à un moment donné, le code barre ou le logo du CNL, par exemple, s'intègre harmonieusement à un projet artistique global. Et je me demande si justement par rapport à ce truc informatique, c'est pas justement le paratexte qui est amené par l'outil informatique, c'est-à-dire ton moche ordinateur avec ton logo HP, on projette un truc, en plus ça s'appelle un PDF, c'est quand même pas ou un PowerPoint qui est même une marque en fait. Et donc je me demande si c'est pas autant, si pas plus ou moins une question de problème d'interface que de parasitage appelons ça un paratexte, mais qui n'est voulu par personne. Ah, moi je suis d'accord. Comme je suis pas fan du numérique, et je trouve que tu peux pas avoir des séquences sensibles d'image pour de l'image arrêtée et dessinée. C'est une aberration. Je chronique des albums pour une maison d'édition. On a souvent les PDF pour les petites structures éditoriales, donc que je lis quand même parce qu'ils n'ont pas d'argent pour nous envoyer les livres. Et déjà, je me tue les yeux. Et puis après, ça m'est arrivé vraiment de dire qu'un livre était vraiment pas très bien. Voilà. J'expliquais, je l'écrivais. Et je le trouve en librairie. Je me dis, ah, tiens, bon, quand même, c'est un bel objet, je l'achète. Et après l'avoir lu chez moi, l'avoir tenu, avoir passé un temps physique avec, je dis, purée, mais en fait, c'était pas mal. C'était vraiment bien. Et en reprenant ce que j'avais écrit, je me dis, oui, ok, c'est vrai. Mais en vrai, c'est pas très grave. Enfin, il y a, je pense, une vraie dimension qui change. Et donc maintenant, j'essaie d'acheter les livres plus que d'avoir les PDF. J'essaie de refuser autant que possible parce que, en fait, c'est assez désagréable. On se dit qu'on nous envoie une œuvre qui est destinée à être publiée, puis on lit quelque chose qui est bizarre. Dernièrement, je suis tombé sur
un site d'une agence de graphistes américains, dont j'ai oublié le nom. J'étais tombé dessus parce que l'illustrateur, c'était un illustrateur assez underground dont j'aimais beaucoup les dessins, dont j'ai oublié le nom aussi. Et toute l'interface était repris de l'imagerie de l'interface de l'ordinateur, quoi. Donc tout ce qui était laid, en fait, ils l'ont pris et ils en ont fait leur visuel. Et c'était super beau. Et j'avais déjà vu ça avec un... C'est devenu beau, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est devenu beau. Parce que c'était... on sent qu'il y a un choix graphique, qu'il y a quelque chose qui fait que ce truc... Voilà, il y a eu une idée créative derrière qui a fait que ce truc devient beau, quoi. Et j'avais déjà vu ça pour un peintre qui s'appelle Hopi, qui a un travail très très froid, et qui a fait son site avec les dossiers bleus qu'on a sur les trucs, tu vois. C'est devenu les dossiers à ouvrir pour rentrer dans ces images, et ça devient beau. Pourtant, il n'y a aucun travail dessus, rien. C'est juste que tout d'un coup, tu es face à un objet que tu sens qui a été décidé par... Et tout d'un coup, il est transformé. Oui, comme tu dis, en fait, c'est parce qu'il y a une création, c'est une vision d'artiste, c'est quelque chose qui est proposé. Alors que, comme tu disais, en général, c'est quand même imposé et on fait avec. Oui, là, alors que sur le site, on fait avec, mais juste on navigue avec la dimension visuelle que nous propose l'artiste. C'est-à-dire que cette création du site fait partie de son œuvre aussi, à mon sens. Mais c'est dans le cas de ce que je parlais là, il n'y a pas du tout de transformation graphique ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment le petit dossier bleu. Et donc le seul truc qui fait que moi je l'ai trouvé beau à ce moment-là, c'est parce que je savais que ça avait été un choix, mais il n'y avait pas de transformation du truc. C'est juste parce que je sais que c'est quelqu'un que c'est un artiste qui a décidé de le montrer. C'est assez étrange quand même, je trouve. Ou pas tant que ça, je trouve. Enfin, parce que je pense qu'il y a comme le ready-made, finalement, on en revient à ce genre de manière de revoir les choses. Je pense que si l'artiste permet de voir le monde un peu mieux, c'est revoir certaines choses, mais en pensant à la dimension esthétique et que ça produit et toute la réflexion qu'on peut avoir. Non, ça, je n'ai pas pensé au ready-made, mais c'est possible. Il a un peu parlé de ce que tu fais référence. Après, voilà, il y a d'autres définitions du beau dans lesquelles il peut être convulsif, etc. Mais celle-là donne une première appréhension sur qu'est-ce que ça veut dire, enfin, qu'est-ce qui est problématique dans le beau si on se met dans un historique des avant-gardes. Ce qui est un peu, tu disais, quand on est dans une esthétique d'avant-garde et qu'on pense que le beau, c'est ce qui est déjà entré dans les mœurs, forcément, ça induit de détester le beau, puisqu'il appartient déjà au monde qu'on veut voir s'écrouler. Après, comme vous dites, je pense que ça dépend de la démission du beau aussi qu'on donne, qui finalement veut tout et rien dire, ou ça dépend dans quel discours on se place. Si on se place sur un discours qui est purement esthétique, quelque chose qui est regardé, ou si on se place sur quelque chose de plus phénoménologique, c'est un rapport à soi. Moi, je parlais plus de fascination. Pour toi, je pense qu'il y avait quelque chose de... C'est ça qui est compliqué, en fait, avec ce mot valise. Ouais,